comment traverser une crise? Oui, l'idée, c'est de la traverser. C'est des fois, il faut pouvoir la vivre de l'intérieur pour pouvoir accompagner la transition. Et si tu peux passer sur les intentions. Voilà. Donc, je vais vous transmettre. Je ne sais pas si certains connaissent la stratégie du dauphin qui a été fondée il y a plus d'une vingtaine d'années par les Canadiens. Est-ce que certains connaissent déjà? Non. Puis vous me répondez, merci de mettre vos micros. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Peut-être certains connaissent Planète Bleue, Planète Rouge. Non, non plus. Bon, bah écoutez. Les océans bleus, les océans rouges, on connaît, mais Planète Bleue. C'est ça, voilà. Vous allez voir, il va y avoir des choses que si vous connaissez, vous allez pouvoir retrouver des choses. Et donc, l'idée, c'est aussi les vagues du changement. Donc, on a plein de vagues là derrière pour certains. Mais voilà, il s'agit de pouvoir trouver sur quelle vague on peut se situer et comment accompagner les équipes dans ces deux dimensions. Alors, pour pouvoir avancer avec ces vagues du changement, et que ça puisse être applicable, ce que j'aimerais, ça serait de pouvoir, est-ce que vous seriez prêt à avoir une situation, soit passée, soit à venir, sur lequel vous aimeriez pouvoir appliquer l'approche qu'on va vous proposer pendant cet atelier? Ça peut être aussi votre propre transition, si pour certains, il n'y a pas de situation pour le moment. Est-ce que vous pourriez partager une situation? Moi, je veux bien partager une situation, si vous voulez. Oui. Moi, j'ai souvent… Bon, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à, on va dire, la décentralisation au sens où, voilà, pour, on va dire, avoir la contribution collective, l'intelligence collective, il faut pouvoir, on va dire, aller jusqu'au terrain, aller dans les industries, jusqu'à donc les opérateurs, hein, donc tout ce qui repose sur aussi les concepts de lean manufacturing, hein, qui est de donner l'empowerment jusqu'au terrain. Et souvent, quand on met en place ce type de transformation dans une entreprise, hein, qui est souvent assez hiérarchique, et on explique, ben voilà, on va créer des unités autonomes de production, on va mettre en place des ateliers pour que les gens puissent amener des idées sur l'amélioration de leur poste de travail, la qualité, etc. On se retrouve devant des managers qui ont beaucoup de mal à accepter cette transition parce qu'ils la ressentent comme une perte de pouvoir. Donc voilà, et souvent je me suis retrouvée en situation où ils disent oui, on va dire avec la tête, ils comprennent le concept, mais ils disent non avec les tripes parce que pour eux, ça veut dire une perte de… Oui, une perte de référence et puis pas leur conception donc de… Alors, je ne sais pas si cette situation est transposable à d'autres situations que vivent donc les personnes autour de cette agora, si elle est intéressante pour tous. Mais voilà, c'est comment accompagner, on va dire, un changement d'organisation dans une entreprise et faire en sorte que… Moi, j'ai perdu des collaborateurs quelquefois parce que même s'ils étaient, on va dire, en termes de savoir-faire extrêmement efficaces, hein, et compétents, en termes de savoir-être, ils n'avaient aucune envie de partager, ils n'avaient ou de leur savoir, et ils n'avaient pas envie de se retrouver à travailler dans des collectifs plus ouverts et moins dans le mode hiérarchique. Alors, je ne sais pas si c'est une situation qui intéresse d'autres autour de la table, je ne voudrais pas monopoliser. En tout cas, l'idée, c'est que chacun et chacune, vous puissiez avoir une situation. Et si on les partage avant de partir, parce que comme on va travailler en sous-groupe, c'est bien quand même de partir en fait des situations de chacun, de les avoir en tête, parce qu'après, on va pouvoir avoir un temps d'échange justement sur ce qui va vous être proposé. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager une situation? Oui, Anne? Une situation qui est liée à la fusion en fait de deux groupes, ou en fait même l'acquisition spécifiquement, lorsqu'on acquiert des entreprises un tout petit peu plus modestes dans des groupes un peu plus importants. Tout ce qui concerne
la transformation culturelle qui va avoir lieu nécessairement, hein, de façon à pouvoir intégrer le nouveau groupe. Fréquemment, c'est fait avec peu d'attention aux hommes et aux femmes, ce qu'ils vivent, leurs perspectives, leur point de vue lors de cette aventure-là. Et donc, du coup, ça se solde habituellement au terme de 18 mois par 30% au moins, hein, de départ des suites de l'acquisition, alors même que dans des entreprises, des secteurs de services, acquérir une petite boîte est nécessairement, l'intérêt en fait est nécessairement lié aux hommes et aux femmes qu'on acquiert. On achète le talent. Lorsqu'on perd 30%, voire 40-50 dans les pires cas d'effectifs, on perd en fait la valeur de ce qu'on a acheté. Et ça m'intéresse de vous entendre sur ce sujet. J'ai travaillé sur ces sujets très souvent et récemment chez Boston Consulting Group. Super. Je ferai des liens dans les présentations et je pense que Christophe aussi pourra partager des expériences. Merci Anne. Qui continue? De la même façon, en effet, dans le cadre de rachat de société, il y a ce volet-là de perte de savoir ou de compétences. Mais en effet, moi, ce que j'ai eu à expérimenter, c'est vraiment comment on arrive à embarquer, à fédérer des personnes de la société qu'on vient d'acquérir dans le collectif de la société qui, elle, est acquéreuse. Et avec la nécessité de faire comprendre et faire en sorte que les deux univers puissent se comprendre vers une performance collective assez rapidement. Voilà. Merci. Moi, oui, ma petite expérience que j'ai des fusions-acquisitions, alors j'en ai vécu et accompagné quelques-unes. Effectivement, il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de casses, tout ce que vous voulez. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on aurait dû tirer des enseignements parce que ça fait quand même longtemps qu'on a ces chiffres-là et il ne se passe strictement rien de mieux dans le sens où l'intégration n'est pas toujours au rendez-vous et tout. Et en fait, il n'y a pas d'accompagnement. Moi, dans ce que j'ai constaté très souvent, c'est qu'effectivement, on achète une boîte au mieux, parce que je ne l'ai pas toujours vu non plus, on arrive à changer le logo, enfin tout ce que vous voulez, mais on n'a pas, on n'a pas le rationnel de l'acquisition, ou on l'a tardivement, on n'a pas l'organisation, enfin on n'a pas plein de choses. Et moi, l'une des dernières missions que j'ai faites, j'ai travaillé justement sur la communication interne, et puis de toute façon, j'en ai pas honte. Je leur disais, mais et j'ai fait un audit en fait de la communication interne. Et donc, j'ai rencontré plein de gens, à la fois au café, à la fois j'ai fait une enquête survey, enfin, j'ai fait plein de choses. Et en fait, les gens me disaient, mais tu sais, Florence, on achète des boîtes, on se réorganise, on machin, et nous, on ne sait jamais pourquoi. Et ne sachant pas, ne se sentant pas à la fois impliqués, investis, enfin, ce que vous voulez, en termes de mots reconnus, les gens, en fait, s'en moquaient, et puis ils s'attachaient à leur petite sphère à eux qu'ils pouvaient à peu près maîtriser, et puis le reste, voilà. Et il y a aussi de la peur. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai uniquement pour la France, mais en tout cas, la peur du changement, elle est quand même colossale. Et la peur de ne pas garder son job à terme, parce que les entreprises ne communiquent pas suffisamment tôt, elle est phénoménale. Et moi, l'un de mes premiers postes de DIRCOM, il y avait une très grosse fusion qui était en cours, et puis en fait, les gens partaient. C'était pas les plus mauvais qui partaient. Hein. Donc là, effectivement, la perte de valeur, elle était colossale. Et je dis au président, mais je ne comprends pas, là, tu dis rien, je ne m'occupais pas de la communication interne. Il me dit, mais Florence, qu'est-ce que tu veux que je leur raconte? Je ne sais rien. Je n'ai pas le calendrier, je n'ai pas l'organisation, mais dis-leur quand même que le process est en cours, dis-leur le peu que tu peux, et puis dis-leur que ça va venir. Enfin, ne laisse pas la place aux organisations syndicales, aux râleurs, au départ, tout ce que tu veux. Et en fait, c'est un moment qui est rarement accompagné. Alors, je parle pour ma paroisse, mais peut-être en RH, mais en tout cas en communication, c'est très, très rare. Et en fait, ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour faire l'acquisition. Mais alors, pour accompagner, il n'y a plus personne. Ou on a des beaux manuels qui sont faits par les grands cabinets de conseil en strat. Le truc n'est pas opérationnel pour dessous, qui finit sur une armoire, parce qu'à l'époque, c'était en papier, et qu'on n'ouvre jamais. Puis après, on se débrouille comme on peut. Mais alors, c'est vraiment comme on peut, parce que bien souvent, on n'a pas non plus le budget comme associé. C'est-à-dire qu'on doit intégrer machin, truc, parfois, mais sans ressources humaines, EFI et autres. Voilà. Et ça, c'est un vrai souci. En tous les cas, dans notre approche en accompagnement du changement, c'est vrai que c'est vraiment des situations
où quand il y a aussi un investissement dans l'accompagnement du changement, ça change la donne aussi. Oui. Plusieurs Moi, j'ai même en interne, voilà, quand j'ai travaillé pendant 17 ans dans le groupe Accor, donc des fusions-acquisitions, il y en a eu énormément du temps que j'y étais. Et c'est vraiment quelque chose, quand il y a un processus d'accompagnement du changement qui est posé, pas forcément énorme, mais au bon endroit, au bon niveau, alors ça change la manière de faire et donc du coup la communication, mais au-delà de la communication, d'accompagner toutes ces peurs et tout ça. Je vais juste demander, pour les autres situations pour pouvoir avancer. Après, on échangera sur les situations. Merci Florence pour ce partage. Pour ajouter par rapport à ce qui a été dit auparavant, et je ne veux pas être redondant parce que je m'inscris en ligne avec ce qui a été précisé, dans le cadre d'une fusion-absorption, c'est toujours le niveau de compétence des managers de l'entreprise acheteuse. Et là, je ne parle pas de la compétence technique, mais on parle un peu de soft skills, mais là, dans ces moments-là, où c'est vraiment décisif. Perdre un peu de notre arrogance. Alors, comme j'ai fait beaucoup d'expats, je parle là des Français, et je vois, Sylvie, que vous avez bossé chez Accor, donc c'est souvent sur des territoires étrangers, et donc être capable de rentrer dans la culture de l'entreprise qui a été achetée, le sentiment de menace à tout niveau, la perte des meilleurs en plus, puisque souvent les meilleurs partent. Donc vraiment, ça m'intéresse au cours de cet atelier, au-delà des éléments factuels, que vous nous expliquiez un peu tout ce qui fait le lien et les compétences managériales à développer pour les managers intermédiaires, je dirais, ceux qui vivent au terrain et qui transmettent les messages. Parce que nous, on peut avoir, je dirais, des discours et des speeches. Après, au quotidien, comment tout ça est transmis, comment on arrive à le monitorer, comment on arrive à le faire vivre, quels sont les éléments qu'on peut détecter de façon factuelle ou de façon, je dirais, dans l'attitude. C'est le oui de la tête et puis le non avec les tripes. Donc, tous ces éléments-là, c'est très intéressant. D'accord, je vais essayer de vous. On va vous apporter quelques clés. Après, voilà, vous nous direz à la fin pourquoi vous êtes utile. Frédéric ou Michel? Moi, j'ai accompagné une start-up qui a démarré à 3 personnes, donc les fondateurs, et qui s'est retrouvée très, très rapidement, au bout de 3 ans, à 70. Moi, je n'étais pas mandaté spécialement pour les accompagner dans l'organisation, mais mon expérience faisait que je m'apercevais que ça devenait compliqué. Moi, je les accompagnais plutôt sur le côté commercial. Moi, mon intérêt, c'est de comprendre comment être plus impactant, parce que je me suis dit, et je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux, je leur ai dit, vous ne pouvez pas continuer de fonctionner comme ça, à vouloir tout diriger, à tout maîtriser, à 3, alors que la société maintenant, ils étaient plus de 70. Alors c'est pas un échec puisque j'étais pas mandaté pour ça, mais je me suis dit bon, peut-être que j'ai peut-être pas les armes ou les éléments nécessaires pour leur faire comprendre qu'ils vont dans le mur, quoi. Et c'est ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à 20 et voilà, et c'est la fin, quoi. Donc voilà un petit peu moi l'intérêt de participer à cet atelier. D'accord, merci Frédéric. Michel? Donc, moi, dans toutes les missions que j'ai faites, j'ai participé à beaucoup pas du tout aux diffusion-absorption, mais on retrouve les mêmes choses dès qu'il y a de la transformation, de la organisation. Si on ne donne pas du sens à ce qu'on fait, c'est ça qui génère des craintes. Je ne sais pas qui a parlé tout à l'heure de la crainte du changement. Et il m'est arrivé de remplacer des managers qui s'étaient lancés dans l'organisation nouvelle sans aucune information. Quand je suis arrivé, les gens étaient perdus. Effectivement, c'est parfois dur à rattraper. Donc, c'est ça. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est à travers la stratégie du dauphin. Ce que je vais vous montrer, c'est justement, vous avez bien repéré en fait les comportements qui sont sous-jacents en fait à toute situation de changement. Alors, souvent les fusions-acquisitions, c'est traverser une crise
c'est aussi, on ne sait pas. Quand vous disiez tout à l'heure que même le PDG ne sait pas quoi dire parce qu'il ne sait pas à quel moment ça va se faire, comment ça va se faire, etc., et qu'il n'ose pas communiquer, c'est Florence qui nous disait ça. Ben oui, parce que c'est vraiment quelque chose où voilà, la transformation, elle n'est pas encore faite. Et ça reste un trou noir à traverser. Ça, c'est pour un clin d'œil de ce que je vous avais transmis pour ceux qui étaient à l'atelier précédent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie métamorphose, en fait, hein, à vivre. Et voilà, dans la chrysalide, c'est une bouillie de chenille dans le sens où c'est plus une chenille et c'est pas encore un papillon. Et ces moments-là sont pas évidents à vivre. Tu voulais parler de la crise, Christophe, Oui. avec une définition. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la définition de la crise en grec. La crise en grec, ça veut dire opportunité. Alors, la crise en japonais, c'est différent. C'est une opportunité risquée. Et donc, dans toute transformation, bien sûr, il y a l'opportunité et il y a le risque qui cohabitent. Et c'est comment aller avec les deux, comment avancer entre cette opportunité et ce risque. Et ce que disait Sylvie dans la bouillie de chenille, c'est qu'il y a un moment où la chenille ne comprend pas ce qui lui arrive quand tout est en train de se réorganiser à l'intérieur de son propre corps. Voilà. Et sans ce passage dans ce moment-là et sans cette perception que on est dans cette ouverture à l'opportunité, eh bien, on a deux façons de vivre, si je fais le rapprochement avec le Covid, on a deux façons de vivre la crise qui nous arrive. On la vit comme une catastrophe ou on la vit comme une ouverture vers des possibles. Voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que ça fait la transition avec ce que va nous transmettre Sylvie derrière. Sylvie, je te rends la parole. Voilà, on a des petits dessins de gaps. Ouais. Il manque. Si on allait dans l'autre sens, la crise, je peux la passer parce qu'il y a quelque chose qui. Mais je m'accroche. Voilà, c'est des dessins de gaps qui avaient été faits lors d'une démarche projet justement dans le groupe Accord. Et voilà, l'idée c'est que vous puissiez trouver des clés pour pouvoir vous accrocher, mais bon voilà, en ayant plutôt une inspiration plutôt avec les dauphins. Et donc, je pense qu'il y a des belles images qui vont arriver après. Voilà, donc la stratégie du dauphin, c'est pouvoir passer de la crise en fait à l'infini des possibles. En fait, les dauphins sont capables de surfer sur les vagues, ont beaucoup d'agilité, de mobilité, et c'est ça que je vais vous transmettre, voilà, qui a été en fait construit par des Canadiens. Alors, je vais vous raconter une histoire avant ça. Pardon. Je vais vous raconter une histoire. Je veux bien que tu nous remettes en galerie. Comme ça, je verrai tout le monde. S'il te plaît, Christophe. Est-ce que vous aimez bien les histoires? Est-ce que là, ce matin, à 11h39, vous pouvez retrouver votre âme d'enfant? Voilà, on a toujours en quelque part en soi voilà, cette capacité, ou même à raconter des histoires avec les enfants, les petits-enfants, je ne sais pas. Dans tous les cas, voilà, j'ai juste envie de vous proposer ça. Et je vais donc vous raconter la métaphore de la stratégie du dauphin. Et c'est bon, vous êtes prêts à écouter une histoire? Tout à fait. Acceptez de ne pas tout comprendre tout de suite, c'est un principe qu'on pourrait se donner. Si vous ne voyez pas tout de suite vers où on va, ben justement, l'idée c'est d'oser risquer cette expérience. Est-ce que vous pouvez me faire confiance sur ce moment? Oui? Oui, pas de problème. Alors, je vais vous proposer de partir en voyage. Et pour partir en voyage, déjà, ce que je vais vous proposer, c'est de concevoir. On va partir dans l'espace. Hein. C'est d'actualité en plus. Hein. On a notre Français qui est voilà, dans la station internationale. L'idée, c'est de pouvoir concevoir le vaisseau spatial dans lequel vous allez faire ce voyage. Donc déjà, je vous laisse imaginer votre vaisseau spatial, hein, sachant qu'on va aller vers une planète qui est principalement d'ailleurs constituée d'eau. Alors, est-ce que déjà vous pouvez imaginer votre vaisseau?
il a les couleurs que vous voulez, la forme que vous voulez, le confort que vous voulez, la température que vous voulez. Ouais. C'est bon. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est, avec ton seul vaisseau, de pouvoir décoller tranquillement. Alors là, il n'y a pas de... C'est dans la douceur que vous voulez, tranquillement, pour aller explorer cette planète. Vous pouvez garder les yeux ouverts, les fermer, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous suis du regard, je ne vous lâche pas. Voilà, reste avec vous. Est-ce que vous êtes prêts à décoller? Ouais. Voilà. Et donc là, nous sommes chacun dans notre vaisseau. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des hublots, si vous pouvez voir par ces hublots une planète qui arrive. Et cette planète, elle est bleue, hein, elle est belle. Je ne sais pas si vous voyez des petites couleurs au-dessus qui commencent à apparaître. Donc, de toutes les couleurs, plein de petites couleurs qui scintillent. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va aller tranquillement se poser sur cette planète, là où vous voyez tous les petits, toutes ces couleurs. Et si vous regardez bien, est-ce que vous avez Améry? Bon, est-ce que vous voyez? Si vous regardez, toutes ces petites couleurs sont des petits poissons, de toutes les couleurs. Ces petits poissons nous souhaitent la bienvenue dans leur planète. Et ces petits poissons nous disent bonjour, monsieur, dame, bienvenue sur notre planète. Est-ce que vous avez envie d'aller rencontrer les créatures qui vivent sur notre planète? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors là, ce que je vais vous proposer, c'est que nous allons aller avec les petits poissons, on va plonger sous l'eau. Mais avec notre vaisseau, on peut tout faire, on peut tout bien, on peut respirer comme il faut. Et donc, on se renfonce un peu dans l'eau. L'eau est belle, claire, chaude. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a une carte qui vient vous voir. Et il nous dit bonjour, messieurs, dames, bienvenue sur notre planète. Vous savez, nous, dans notre planète, il n'y a pas toujours, l'eau elle est bonne, mais bon, il n'y a pas toujours à manger tous les jours. Et puis, moi, j'aime bien me cacher, voilà. J'attends un peu que ça vienne. Mais bon, voilà, il n'y a pas à manger tous les jours. Mais allez voir, vous allez voir d'autres créatures qui vivent sur notre planète, dans notre planète. Et donc, les petits poissons nous accompagnent. Et là, nous avons un requin qui nous dit « Bonjour, monsieur, dame, bienvenue sur notre planète. » Moi, le requin, je pense que vraiment, il n'y a pas à manger pour tout le monde sur cette planète. Voilà. Après, on est plusieurs, donc voilà, de temps en temps, il faut partager, mais quand même, il faut vraiment se défendre dans cette planète. Mais allez voir un peu plus loin, il y a d'autres créatures dans cette planète. Les petits poissons, les petites couleurs nous emmènent, mais nous rencontrons tout d'un coup un poisson qui a une lumière au-dessus de la tête. Je ne sais pas si vous la voyez, vous voyez ce poisson, une petite lumière au-dessus de la tête. Et cette créature me dit « Bonjour, monsieur, dame, bienvenue dans notre planète. Si vous saviez comme on est bien dans cette planète, vraiment, l'eau est bonne, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est vraiment, il y a toutes les bonnes conditions. Bon, des fois, il faut un petit peu attendre pour que la nourriture arrive, mais bon, il suffit d'attendre en fait. Tout va bien arriver à un moment donné, à bon escient. Et donc, je vous propose d'aller rencontrer d'autres créatures. Mais là, on remonte un peu à la surface. Je ne sais pas si vous entendez, si vous voyez, mais là, c'est plusieurs créatures qui nous disent bonjour. Et ce sont des dauphins, et les dauphins nous disent bonjour, messieurs, dames, bienvenue sur notre planète. Nous pensons que sur cette planète, voilà, de temps en temps, il faut bien se cacher, il faut bien attendre. De temps en temps, il faut bien quand même défendre et se défendre pour pouvoir faire en sorte de survivre. Et de temps en temps, c'est bien aussi de rêver, de surfer sur les vagues, de se laisser porter,
d'attendre. Mais souvent, ce que nous aimons, nous, c'est de décider d'être tous ensemble et de pouvoir vraiment réussir à faire en sorte que, en fait, toutes les créatures de cette planète puissent survivre, vivre et jouer ensemble. Et donc, voilà, nous avons rencontré durant ce voyage quelques créatures, sachant que dans l'histoire, il y en a bien d'autres, mais ce sera pour une prochaine fois. Et donc, je vais vous proposer maintenant, tranquillement, de votre vaisseau, de pouvoir revenir à cette planète. Non, tu peux laisser, s'il te plaît. De pouvoir revenir voilà, ensemble en vous remémorant les messages de chacune des créatures. Bon, est-ce que vous avez pu voyager? Oui. Qu'est-ce que cette histoire vous a... En quoi cette histoire vous a inspiré? Qu'est-ce qu'elle vous a évoqué? On y reviendra un petit peu en sous-groupe, mais là, c'est juste avoir un échange. C'est des comportements que l'on voit chez les gens, hein, ceux qui se plaignent en permanence, ceux qui se contentent de ce qu'ils ont, et puis ceux qui veulent avancer. Et je pense que bon, voilà ce que ça m'a fait imaginer, quoi, votre présentation. Merci. Oui, les différentes composantes d'un collectif qui est amené à vivre ensemble. Et est-ce que ça vous a rappelé, vous aussi, des comportements que vous aviez pu, des stratégies que vous aviez pu aussi vivre vous-même? Oui, oui, oui. Je pense qu'on a tous été, enfin, pour ce qui me concerne, à des moments de notre vie professionnelle, on a pu traverser les différentes créatures, on va dire, de façon plus ou moins intense, mais bon, à titre individuel. Et ensuite, en tant que participant à un collectif, on a pu les observer chez les autres, de façon plus ou moins accentuée. Donc, je vais vous les présenter, en fait, c'est ce que les Canadiens appellent les stratégies jouées dans le bassin. Alors, la métaphore, je ne la raconte pas dans un bassin, les gens étouffent dans un bassin. C'est pour ça que c'est une planète. Elle n'est pas écrite telle qu'elle dans le livre, la stratégie du dauphin. C'est vraiment les messages de chacune des créatures. Mais je vais vous présenter maintenant les différentes stratégies, parce qu'on va s'en servir dans le travail en sous-groupe. On vous a envoyé ce matin aussi un questionnaire qui est relié à ça. Donc là, je veux bien que tu... Voilà, merci Christophe. Donc en fait, les stratégies jouées dans le bassin, je reste fidèle en fait aux auteurs dans le bassin, c'est l'ère de la carpe. En fait, la carpe, elle est dans une stratégie à somme négative, c'est-à-dire qu'elle voit la planète comme étant pas bonne, voilà, plutôt de la pénurie. Et elles se sont aussi perdantes quant à pouvoir attaquer, pouvoir réussir à faire quelque chose. Donc, la carpe, elle est plutôt dans le désengagement. Donc, vous avez quand même comme ça pas mal de personnes qui sont un peu voilà, dans cette forme de soumission et de ne pas savoir quoi faire, hein, des gens qui sont perdus, qui sont parfois des personnes à suivre quand même, parce qu'il voilà, peut y avoir des risques à ne pas les accompagner. Si je passe après au requin, à l'ère du requin, vous avez le comportement de la mamie, c'est-à-dire que le requin, lui, il va dans un premier temps dans la stratégie. Ce n'est pas la vie dans la nature, on sait maintenant que c'est bien autrement les requins. En tous les cas, dans la métaphore, le requin va se voir plus fort et donc regarde les autres plutôt comme perdants. Sauf à des moments, il va pouvoir faire des compromis, il est obligé de partager, notamment avec les dauphins dans la nature. En fait, un dauphin peut tuer un requin. Il a une capacité aussi à pouvoir toucher le requin. Donc, il accepte de faire des compromis parce que ça ouvre à des enjeux importants. Après, vous avez le poisson qui, avec une petite lumière au-dessus de la tête, s'appelle dans la stratégie du dauphin la carpe éclairée. Et la carpe éclairée, elle voit, elle se voit, elle n'a rien à avoir à faire. En fait, elle est dans le renoncement, elle attend. Elle est un peu dans l'utopie.
d'attendre que tout vienne en fait du monde et de ce monde qu'elle voit d'ailleurs fabuleux, hein, avec beaucoup de possibilités, mais parfois quand même elle ne mange pas. Et donc c'est une forme aussi de renoncement à être acteur en fait dans cette situation. Il y a plein de personnes qui attendent en fait que les choses viennent des autres. Par exemple, voilà, on peut attendre quand on achète une organisation que les personnes soient vraiment contentes de pouvoir être rattachées à un groupe. Sauf que perdre une identité et une culture, c'est pas aussi évident ça, et que les personnes peuvent aller dans une forme de renoncement à attendre de voir ce que l'acheteur en fait propose en fait dans cette situation-là. Voilà. Et puis le dauphin, si je termine avec la stratégie, lui, et d'ailleurs ils sont souvent en collectif, il évolue partout. C'est-à-dire que ces stratégies-là, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est intéressant de regarder qu'à des moments, c'est important de se protéger et de se cacher, et donc de fuir. C'est intéressant aussi qu'à des moments, il y a besoin de se battre, en tous les cas de s'affirmer pour pouvoir avancer dans les stratégies. C'est important aussi de savoir faire des compromis dans des situations de crise et ou de conflit. Et puis, il y a des moments de renoncer, ça peut permettre d'attendre que les choses se fassent avant de pouvoir prendre une mauvaise stratégie. Et en tous les cas, d'avoir un état d'esprit positif face à l'avenir, ça peut être intéressant. Et ensuite, le dauphin va aussi utiliser la stratégie de la percée. La percée, c'est à un moment donné pouvoir se poser des questions, prendre une décision. C'est-à-dire le dauphin est un être de choix, est un être responsable dans la stratégie du dauphin. Et donc, ils vont définir, c'est important de se décider dans ce contexte-là, qu'est-ce que je vais pouvoir décider de faire. Et ça, c'est une des clés que je vous expliquerai tout à l'heure avec les vagues, qui va être importante en accompagnement du changement dans les différentes situations que vous avez partagées tout à l'heure. Donc, quand il y a des résultats importants, qu'il y a des défis cruciaux à faire, c'est important de pouvoir faire une démarche de percée. Et la percée, en fait, va réussir en étant responsable, mais aussi en étant, en fait, en regardant ce qui peut être gagnant et pour l'organisation et pour chacun des individus. Et quand il y a des moyens cruciaux, c'est-à-dire que c'est en ça que sortir d'une crise, traverser la crise, c'est aussi de pouvoir décider de faire vraiment autrement. C'est relié avec ce que j'avais amené dans l'infini des possibles dans l'atelier du 28 avril. Et donc, vous avez reçu un questionnaire. Je vais vous proposer. Christophe, voilà. Donc, vous avez reçu un questionnaire qui va vous permettre auquel je vais vous demander de prendre un petit temps pour répondre. Vous cochez les cases. Enfin, sur votre papier, vous allez compter le nombre de réponses dans chaque colonne. Et puis, par rapport à une situation, la situation que vous avez choisie. Hein, donc, c'est votre analyse, votre diagnostic de cette situation. Donc, voici les questions. La première question, donc le questionnaire, vous l'avez reçu normalement ce matin. Je ne sais pas si vous avez pu l'imprimer, mais voilà, il y a quatre colonnes et puis vous allez avoir votre résultat. Par rapport à cette situation, vous regardez si vous avez un sentiment, enfin si vous voyez qu'il y a un sentiment d'échec qui empoisonne constamment l'air, vous cochez la case. Voilà. Donc je vous laisse les regarder, je ne vais pas toutes les lire. Hein. Voilà. Christophe, je les avais regardés avant le cours, avant le début de la session, et je me demandais, le on était dans quelle position, le groupe, le collectif sur lequel la situation de transition avait lieu. Et le regard que vous portez sur le système, hein, sur la situation et les personnes dans la situation. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du groupe? Mais quand on dit on a le sentiment d'attendre, c'est moi je pense que c'était le sentiment qui était le leur en fait. Voilà. J'étais dans un poste de direction au moment où je réalise une transformation, donc ça c'est c'est ce que je suis peut-être leur sentiment. Voilà, c'est et le vôtre aussi. Enfin, c'est dans le haut, il peut y avoir tout le monde. L'intention, c'est que vous puissiez cocher de manière relativement spontanée les affirmations qui vous semblent
le plus représenter la situation dans laquelle, enfin, que vous avez choisi de regarder aujourd'hui. On vous laisse répondre au questionnaire, puis après on lancera les travaux en sous-groupe. Ça vous va? Ça va, Annie, j'ai bien répondu à la question, ça vous convient? Vous avez pu répondre à toutes les questions de cette page. Je vous propose de passer à la deuxième page. Si vous n'êtes pas prêt encore, dites-moi, levez la main. Ok, donc je passe à la deuxième page. Et puis vous reportez le total dans chaque colonne. Voilà.
C'est bon pour vous? Ouais. Levez la main si vous avez besoin encore une minute. Super. Alors, je vais repasser. Hop. Donc le questionnaire, on va le partager en 2 groupes, hein, mais avant de partir en sous-groupe, on va avoir un temps de 25 minutes, comme on est un peu moins nombreux que prévu, en sous-groupe, pour pouvoir justement partager ce qui a... Mais je vais vous présenter les vagues du changement, parce que c'est le titre en fait de l'atelier. Donc je vais vous présenter les vagues du changement et puis vous expliquer voilà, ce qui va être fait. Ce que Christophe et moi allons faire avec vous en sous-groupe, comme ça on aura les mêmes consignes, tout le monde aura les mêmes travails ensemble. Tu peux partager les vagues. Je partage les vagues. Oui, oui. Alors, voilà, les vagues du changement, il y a une vague, à mon avis, que vous devez toutes et tous connaître, c'est la vague du processus de deuil de Kubler-Ross, où c'est donc la première vague où vous retrouvez en fait un choc. Dans un choc, il y a une transformation, une fusion. Il y a aussi un nouveau projet. Il y a une augmentation dans les startups voilà, du nombre de personnes et du coup, ça crée le chaos et c'est un choc. Et en fait, les étapes du processus de deuil, souvent, on n'y croit pas. Ce n'est pas possible. On ne va pas quand même se faire racheter par cette entreprise. Et c'est le déni. Ensuite, il peut y avoir de la colère. Vous savez, aussi, là, ce n'est pas possible. Il y a tous les mécanismes en fait, de défense qui se mettent en place dans ce processus de deuil. Il peut y avoir de la tristesse qui n'est pas forcément toujours positionnée à cet endroit-là. On peut passer d'abord peut-être par les peurs. Là, vous en avez beaucoup parlé. Tous les contextes de changement, en fait, amènent des processus de protection. C'est même très, très reptilien. Hein, ça fait partie de notre mécanisme au niveau de notre cerveau, la partie archaïque de notre cerveau, sur les instincts de survie. Et donc, toutes les logiques de compétition, de stratégie, justement, de requins peuvent se mettre en place et créer les peurs. Et après, le marchandage, on pourrait le relier en fait à la phase de compromis qu'on a pu voir dans les stratégies où, dans cette situation-là, qu'est-ce que je ne veux pas, quel est le minimum de choses que je ne veux pas perdre et qu'est-ce que je suis prêt en fait à accepter pour arriver en fait à cette phase d'acceptation. Et puis après, l'idée c'est d'arriver à cette deuxième vague. Et la deuxième vague du changement, c'est la vague du changement choisi. Et souvent, le fait dans une situation, le fait de décider ce que nous avons envie de faire ou ce que les équipes ont envie de faire, ou leur donner la possibilité de décider de ce qui va être fait. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure dans l'accompagnement, comment les managers peuvent être aussi impliqués dans le fait d'être dans un processus de délégation de la transformation et le fait d'associer l'ensemble des acteurs. Et ça, souvent, dans les accompagnements du changement, c'est ça qui est important, mais c'est important que chacun décide de quelque chose. Et généralement, quand on décide, quand on reprend les rênes en fait, de notre destin, même en organisation, alors on part dans un enthousiasme naïf. Ça n'empêche pas que de temps en temps, sous la vague, dans le creux de la découverte, il peut y avoir un réveil brutal. C'est-à-dire que ça ne se passe pas tout à fait comme on a prévu. C'est un peu ce qui se passe un peu dans la chrysalide. Et puis, à force de partager, à force de construire, à force de réfléchir, à force d'innover, il y a un réalisme empreint d'espoir qui va se mettre en place pour, après, aller vers une percée. Alors moi, je donne souvent un exemple dans cette phase du creux de la découverte, c'est que, voilà, on a fait de la communication interne. On a quand même présenté le sens de la transformation. On a accompagné les équipes et puis, à un moment donné, on a l'impression de ne pas être entendu. Sauf qu'il y a le temps pour les personnes et dans les alliances, il faut le temps pour que la mise en valeur des petits pas qui sont faits
puisse être faite pour arriver dans du réalisme empreint d'espoir se fasse. Et puis après, l'idée, c'est d'arrêter de vouloir faire à tout prix et de laisser cette phase de transformation et de métamorphose se mettre en place. Et là, on arrive dans cette dynamique de la percée, c'est-à-dire que si je fais confiance aux équipes, si je fais confiance aux organisations, si on a tout fait pour pouvoir, avec en fait une destination sur laquelle tout le monde est engagé par rapport à son talent, à ses talents, à ses compétences, alors il n'y a plus rien à faire et la percée, c'est quelque chose du coup qui devient facile. On arrête de ramer contre la montagne et il y a quelque chose qui se fait de manière très facile. Souvent, on le voit en termes de synchronicité, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, l'environnement dit à l'organisation, vous êtes prêts. Ou au sein de l'organisation, il y a quelque chose qui, tout d'un coup, tout prend sa place d'un seul coup. Et ça, c'est une dynamique de percée. On n'y met pas beaucoup d'énergie dans la dynamique de percée. C'est tout le travail qui a été fait en amont dans ce creux de la découverte qui est intéressant à accompagner. Et je voudrais juste vous raconter une histoire d'une organisation que j'ai accompagnée où, en fait, c'était une entreprise dans le secteur industriel où, en fait, le PDG venait de changer. Et, en fait, c'était une entreprise qui augmentait ses résultats à l'exponentiel tous les 2 ans, mais vraiment à l'exponentiel. Et à un moment donné, j'accompagne le comité de direction et je leur propose de se positionner sur cette vague. Et donc, pour faire bref, l'ensemble des membres du CODIR, ils étaient 7, étaient positionnés sur la vague du processus de deuil, certains dans la tristesse, d'autres dans la colère, d'autres dans le marchandage, aucun dans l'acceptation, au moment où je les accompagnais. Et le PDG était à l'endroit de la percée. Mais il tournait le dos, parce qu'on avait fait ça au sol, et il tournait le dos à son équipe. Et il s'appelait Ben, à un moment donné, je lui ai dit, Ben, est-ce que tu peux te retourner? Et quand il s'est retourné, qu'il a regardé où étaient en fait tous ces membres du CODIR, il n'avait jamais eu conscience qu'il ne leur avait pas donné la main, il ne leur avait pas donné la possibilité de se choisir un destin, en tous les cas, sur quoi eux avaient envie d'avancer pour réussir la transformation ensemble. Et c'est ça le passage aussi, quand un manager, c'est comment le manager va réussir à donner de l'espace en fait à chacun de ses collaborateurs pour trouver un sens, pour trouver une décision dans laquelle les personnes, dans laquelle j'ai envie d'aller. Donc ça, c'est déjà un outil en soi qui peut être utilisé pour prendre conscience de là où en sont les personnes. Donc, dans l'atelier que vous allez vivre, il va y avoir un premier temps avec le diagnostic, en fait, le questionnaire que vous avez rempli pour repérer, en fait, les différentes stratégies dans la situation. Et il va y avoir un deuxième temps où, finalement, comment passer, en fait, du choc subi à un changement choisi. Et pour ça, il y a quelque chose qui est important, qui est de dire qu'est-ce que j'aurais à laisser partir de la perception que je peux avoir, parce que tout ça est construction de réalité, mais ça peut être une colère, ça peut être un sentiment, ça peut être aussi une tristesse. Parfois, les phases de transformation, on a perdu beaucoup de collègues. Il y a des choses qui, ça bouge tellement que c'est plus les mêmes conditions, on n'est plus dans les mêmes lieux, etc. Donc tout ça est accompagné pour décider de laisser émerger quelque chose de nouveau pour aller vers un changement choisi qui peut servir en fait à aller vers une personne. Voilà ce que nous allons vous proposer d'expérimenter dans l'atelier. Puis trouver les apprentissages, puis après on va conclure avec Christophe avec un slide qui va vous donner quelques clés complémentaires pour terminer et conclure comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez envie de partager comme clés que vous auriez trouvées ou idées d'apprentissage? On veut bien savoir ce qui s'est passé dans le groupe
Dans le groupe des gars. Dans le groupe des gars. Alors, qui a envie de prendre la parole? Allez. Vas-y, Christophe, tu as fait une brillante synthèse. Non, non, mais c'est pas à moi de dire. C'est vous, je vous ai aidé avec la synthèse, mais prenez la parole. Allez, vas-y, Michel ou Frédéric, j'ai beaucoup parlé. Ou sinon, je vais surmonter ma timidité et Allez, la parole. Vous partagez avec les gars qu'avec les filles. Non, on a. Allez, je vais essayer d'être aussi brillant que Christophe, là. Mais c'est vrai qu'on a tous pensé que c'était lui qui allait faire la synthèse, donc on peut aider, Michel. Ouais. On peut aider. Voilà, on a dit qu'il fallait responsabiliser les gens, on l'a fait avec Christophe, mais il n'a pas voulu prendre. Ah ben, c'est pas l'inverse, c'est lui qui responsabilise. Oui, donc on évoquait ce qu'il fallait laisser pour aller vers les dauphins, là. Donc, c'est responsabiliser les gens, être humble, l'humilité. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a parlé de la gestion de petits projets, ouais. Savoir responsabiliser certains membres de l'équipe, un peu dans le contexte de stratégie des alliés, sur des gens qui sont dans le ventre mou, pour les responsabiliser, les faire passer du côté dauphin. On a parlé également de la notion pour les managers et nous, comme cadre dirigeant, de savoir perdre du pouvoir au travers de ça et finalement en gagner. C'est-à-dire ne pas arriver comme Frédéric a insisté sur ces éléments. Et je pense que c'est important de ne pas avoir toutes les réponses à la situation. Et donc, le partage du pouvoir avec les gens qui font partie des équipes permet de trouver des solutions et de responsabiliser tout le monde et de retrouver donc de la liberté et donc de la responsabilisation et de l'appropriation. La notion de temps aussi, sur lequel Frédéric a insisté, avec des projets qui soient mesurés, peut-être parfois pas tout révéler en une fois, afin de ne pas rebalancer tous les gens dans la peur et dans le déni face à des objectifs qui pourraient paraître irréalistes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non. Voilà, mesdames. Après une prestation ô combien modeste de la part de la partie masculine, on attend de vous donc une conclusion ô combien émérite. La pression est mise. Oh, pas du tout. On passe la main. Allez-y. Parce qu'on fait des références à des groupes d'hommes et de femmes, tiens, ça m'amuse l'idée de partager une réflexion qui est dans l'air du temps. Il y a un essai qui est sorti récemment qui s'appelle « La démocratie féministe ». Et on réfère notamment aux traits très machistes qu'on peut assimiler par exemple à Trump ou à Macron qui veut gagner la guerre, qui veut être meilleur que les autres dans la gestion de la pandémie, etc. Une gestion très masculiniste des affaires publiques et peut-être que le changement requiert en fait une approche très féministe ou très féminine à tout le moins. Des traits qu'on traditionnellement associe davantage aux femmes, ce qui est faux parce que les hommes qui sont bons font pareil. Et il y a des femmes qui ne le font pas du tout parce que Merkel est très fière d'être meilleure que les autres aussi en matière de crise de Covid. Mais dans le changement, c'est vraiment l'écoute, la collaboration, l'humilité aussi, et certainement des traits de management, de leader qu'on a entendu et qu'on a discuté, nous, de notre côté. Et que l'échec était souvent associé à une posture beaucoup plus machiste, imposer le changement par la force, être plus fort qu'eux, avoir raison et gagner. Marie-Claire, tu voulais partager aussi? Oui, mais dans l'atelier, ce sur quoi on a pu échanger, c'est en effet, et pour rejoindre peut-être un point de l'atelier de ces messieurs, c'est la notion au temps et le fait justement d'inscrire le temps nécessaire à la compréhension des difficultés qui préexisteraient à une transformation avant d'enclencher la transformation en elle-même. Parce qu'avancer sans comprendre génère ensuite des freins supplémentaires. Et Catherine?
Oui, ben, ce sur quoi on a beaucoup insisté ou beaucoup partagé, c'est que l'on mettait trop d'énergie à se faire comprendre, à être écouté, au lieu d'anticiper déjà, on va dire, les phases de deuil, etc., et de laisser ensuite du temps à la co-construction, c'est-à-dire véritablement à l'écoute autour du projet, et que pour le projet prenne sens, ce n'était pas forcément à expliquer pourquoi on faisait le projet, mais à laisser les collaborateurs prendre conscience des besoins de changement que nécessite la situation, et donc se mettre en mouvement vers un meilleur. Et on a parlé également de la problématique, on va dire, des relations, des instances représentatives en France, qui faisait que souvent on était dans des explications de projets un peu théâtralisées, quelquefois tardives, parce qu'on avait peur ou ne pouvait pas expliquer un projet avant, et donc insuffisamment, on va dire, intégrer les collaborateurs à véritablement construire, co-construire. Mais on peut les associer aussi. On peut arriver en anticipant, en annonçant étape par étape, on peut aussi les associer. Bien, merci pour ces échanges, et j'espère que ça vous a donné quelques clés. En tous les cas, moi, je trouve que le partage est intéressant dans le groupe. Si je prends un peu un retour, dans le groupe, il y avait l'humanité et puis la responsabilisation, les mots que j'ai entendus forts de chez vous. Et puis, dans le groupe de dames, c'était l'écoute, comprendre et aussi co-construire. Donc oui, il doit y avoir quelque chose de l'ordre d'associer les énergies masculines et féminines, aussi de faire du et, de faire du gagnant-gagnant, les deux, pour pouvoir réussir à mettre les bonnes énergies au bon moment, et en tous les cas d'anticiper les accompagnements. C'est fabuleux. Oui, vas-y Christophe. Il y avait un paradoxe aussi qui était sorti, que Thierry a bien relevé, c'était vraiment chez nous, c'est renoncer à une partie du pouvoir pour pouvoir avoir du pouvoir, en fait. Ouais. C'est ça, c'était vraiment la clé, en tout cas, qui est sortie. En tous les cas, redonner le pouvoir aux personnes de choisir, de décider comment elles ou ils ont envie de contribuer dans ce projet. C'est souvent vraiment très gagnant-gagnant dans l'accompagnement des transformations, et ça donne, j'aime bien le mot de mouvement, se mettre en mouvement vers construire, vraiment construire ensemble. Il y a un dessin, il y a un reportage comme ça dans la nature de l'ensemble des bancs de poissons qui en fait, il faut entourer le banc de sardines pour que des oiseaux d'une espèce très rare réussissent à manger et à survivre. Ça montre en fait les systèmes de coopération dans le monde du vivant. Et je trouve que c'est possible aussi de créer des bonnes conditions. Alors après, si on peut anticiper, il y a parfois des situations où ce n'est pas possible. Encore une fois, je ne suis pas dans l'utopie dans ce que je vous partage, mais je pense que quand c'est suffisamment réfléchi en amont et anticipé, il y a vraiment la possibilité de créer ces conditions favorables, parce que c'est crucial de réussir du coup. C'est crucial pour l'entreprise, c'est crucial pour les hommes et les femmes de l'entreprise, qui le constituent, et dans la pérennité aussi. Donc, voilà, en tous les cas, c'est ce qu'on avait envie de vous partager dans cet atelier. J'espère que Florence, si vous avez envie que je prenne un temps avec vous, vous n'avez pas pu reconnecter, ce sera je peux bien, si vous avez envie. Waldine vous donnera mes coordonnées, comme ça vous pourrez me joindre si vous le souhaitez. On va terminer avec, vous avez des questions, des remarques? S'il y avait un mot qui symboliserait cet atelier pour vous, ce serait quoi? Un mot, une phrase.
L'humilité, peut-être. L'humilité. Oui, je pense, parce que on s'aperçoit que c'est pas une histoire de genre, femme ou homme, pour travailler. Je crois que c'est plus des qualités d'écoute et d'autres, même si au départ, lorsque c'est des hommes entre eux, il y a toujours une espèce de confrontation. Ça, je l'accepte, mais je pense que il faut dépasser ce stade et c'est beaucoup d'écoute et beaucoup de compréhension. Et je pense que c'est ça, cet atelier m'a fait, bon, même si j'avais des convictions, je crois que ça m'a conforté dans la manière d'appréhender les problèmes et qu'on s'aperçoit qu'on a tous à peu près les mêmes problématiques. Et je pense que les solutions, par contre, on en a tous différentes, et là est l'intérêt d'un atelier comme celui-ci, c'est de pouvoir les partager, quoi, et que ça nous fasse tilt, que ça me fasse tilt en tout cas. Voilà. Et là, ça a l'air d'avoir touché, oui, ça fait tilt, on dirait. Bon, merci. Et je te rassure, Frédéric, nous aussi, les filles, on a besoin parfois de faire des efforts d'écoute et de collaboration et de laisser de côté l'envie d'être meilleur qu'eux, c'est certain. Et les efforts d'humilité. On a beaucoup appris dans le monde des hommes et il faut qu'on déconstruise tout ça. Hein. Je n'ai pas osé le dire. C'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question d'énergie masculine qu'on utilise. Ouais. Notre mot qui... Non, c'est un peu la métaphore des dauphins, c'est un peu dans le même style que les pingouins. Je ne me rappelle plus le titre du bouquin sur la gestion du glacier. Je ne sais pas si ça fait écho à quelqu'un. Non ? Non, je vais être seul. Faut que J'avais tous reçu chez Carrefour. Voilà, il y a quelques années, hein, Frédéric, aide-moi, mais c'est ça. Je vais le retrouver, je vous le mettrai. C'est bien l'origine du premier. Et donc, ils faisaient quoi, les pingouins? Alors, c'était pardon, je voulais pas. Donc, c'est l'histoire d'un glacier où vous avez des pingouins dessus et un pingouin découvre que le glacier se fissure, mais en souterrain. Donc, la métaphore, c'est comment convaincre la colonie qu'il est temps de quitter le glacier pour partir vers un autre glacier parce qu'il est encore confortable, mais il va bientôt s'effondrer. Donc, au travers de cette petite métaphore, tu as le récalcitrant, l'antagoniste, l'allié passif, etc., le chef, la hiérarchie, et le COMEX, etc. Donc, c'est assez bien structuré et c'est très didactique. Je ne rappelle pas que je suis assis sur un glacier, là, Thierry. Disons que moi, moi, je vais préciser, je suis en Normandie, donc je suis plutôt sous un seau d'eau en ce moment-là. Voilà. La Normandie est partout en France en ce moment. C'est un bouquin de Kotler, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Je vais essayer de retrouver. Ça pourrait nous être utile pour réfléchir à la planète en ce moment, parce que la métaphore, elle est extrêmement d'actualité. Oui, c'est vrai. D'autres mots, d'autres partages de fin? Moi, juste ce que je retiens aussi, c'est l'anticipation et ensuite laisser le temps au temps. Il faut laisser les choses maturer, les individus se mettre en mouvement et ils n'ont pas tous le même rythme. Il faut laisser les choses se faire, pas toujours essayer de tout conduire à un certain rythme. Merci. Florence, Marie-Claire, Annie. Moi, je prenais l'humilité de Frédéric tout à l'heure, j'aimais bien l'humilité, l'écoute. Non, et puis ce qui est important, c'est d'arriver à faire en sorte que les équipes, elles puissent ensemble trouver une histoire et qu'au sein de cette histoire, que chacun ait sa propre histoire. C'est ça qui est, à mon sens, aussi important. Ouais. C'est ça. Florence? Non, je n'ai pas participé, donc c'est compliqué pour moi d'exprimer un rendu. Non. Oui, on refera le lien. Alors, Christophe nous a quittés. Il recherche son livre.
Voilà, je l'ai retrouvé, c'est ça. Alors, vous ne le voyez pas parce qu'il est à l'envers, c'est alerte sur la banquise. Voilà, ça m'est revenu. Ici, on le voit bien, Thierry, merci. Il y en avait un aussi dans le temps qui était pas mal sur le changement, c'était, sans doute beaucoup le connaissent, c'est Qui a piqué mon fromage? Ah ouais. Oui, ouais, bah, ouais. Ça, c'était l'antérieur. Il est très, très bien, celui-ci, Catherine. Oui, c'est vrai. Bon. Donc, ce que je voudrais partager, c'est juste pour conclure avec Christophe, on a envie de vous partager voilà, un dernier petit slide qui peut-être vous inspirer, mais que vous avez déjà partagé. On peut voir que les mots, vous allez voir, tous les mots que vous nous avez partagés à l'issue sont ça. Donc, vas-y, Christophe, je te laisse. Voilà, donc voilà, on a vu que donc, pour que le changement soit librement déterminé, les clés, c'est anticiper, évidemment, oser anticiper. Il faut cette attitude positive face à l'avenir. Il faut ramener le sens pour toi, le sens pour chacun. Il faut cultiver l'estime de soi et valoriser aussi beaucoup les progrès, valoriser les succès, célébrer les étapes, les réussites. Il faut proposer une vision. Voilà, une vision, c'est une représentation de ce qu'on veut devenir. Responsabiliser, être en responsabilité, prendre ses responsabilités, aller chercher la synergie, hein, la co-construction, la co-élaboration. C'est pas contre, c'est avec. C'est faire du et pas du nous, toujours. Et puis, voilà, se laisser surprendre aussi. Hein, accepter de se laisser surprendre, être surpris, se mettre dans un état d'esprit que, voilà, ça se produit, ça se produit comme ça. Tiens, c'est intéressant. Voilà. Oui, je disais tout à l'heure, entre passer du réalisme empreint d'espoir à la percée, ben, c'est vraiment d'être dans la coopération, puis à un moment donné, tout le monde voit que ça marche, d'être dans cette phase de créativité, d'oser faire plus avec moins, finalement, ça devient facile, parce qu'il y a les énergies de tous et des uns, il y a les complémentarités dans cette co-construction qui fait que, bah oui, ça fait un waouh de joie. Hein, je reprends l'histoire de Marie-Claire, chacun co-invente l'histoire, co-écrit l'histoire et finalement tout le monde se retrouve. Et donc c'est ça aussi, voilà, écrire l'histoire d'une entreprise et permettre à tous d'y contribuer. Donc voilà, on avait envie de terminer avec ce waouh de joie. C'est pour ça qu'on vous présente aussi ce slide, parce qu'il y a aussi besoin d'avoir de la joie pour accompagner les équipes à recouvrer leur propre joie, leur propre désir à œuvrer, en tous les cas, à se mettre en mouvement dans les situations dans lesquelles ils peuvent être, s'il y a ce temps de dialogue et puis de co-construction. Voilà, merci à vous pour votre participation active et vraiment ces beaux moments. On vous enverra, je pense, le diapo voilà, pour que vous puissiez avoir ces présentations. Et puis, on est ravis de contribuer voilà, à vos ateliers Agora et c'est toujours des beaux moments de rencontre. Voilà. Donc, merci à vous pour votre écoute, parce que vous nous écoutez. Donc, voilà, cette qualité, vous l'avez. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'humilité avec toutes vos expériences de directeur général, de DRH, à entendre aussi, voilà, de la part d'autres personnes, être dans cet accueil de ce qu'on peut vous proposer, même vous faire expérimenter des choses comme une histoire, voilà, sans qu'on se soit vraiment rencontrés. Donc, voilà, je trouve ça beau. Donc, merci à vous. Christophe, tu auras le mot de la fin. Eh bien, écoutez, moi, merci aussi. Je pars avec la joie de la rencontre voilà, de cette diversité. Puis aussi le plaisir d'avoir entendu toutes ces approches différentes, toutes ces expériences qui confortent pour moi toujours pourquoi je fais ce métier, quoi. Donc, c'est pour améliorer les choses, pour que ça se passe encore mieux. Donc, merci à vous pour votre écoute et puis pour vos sourires aussi, parce que c'est quand même assez sympa, ça, hein, quand même. C'est chouette. Et c'est parce que vous avez un fond derrière qui nous amène au plaisir, Christophe. Je suis désolé, les vagues du changement, vous voyez, elles se succèdent.
vagues. Ça ne s'arrête jamais le changement. Bon. L'éternel mouvement. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Ok. Merci à tous. Merci. Et revoir. puis, bon appétit, parce Bientôt. que Merci. Bon appétit. Au Au revoir. revoir. Au revoir. au revoir à vous. Au plaisir.